Mesdames, Messieurs, chères familles et amis des diplômés, chers élèves du DQPRM de la promotion 23-25, bonjour à tous. Bienvenue à l'INSTN et merci d'être avec nous pour célébrer la remise des diplômes des étudiants de la promotion 2022-2024. Après 2 ans et demi de travail, nous pouvons finalement les dire, ils ont réussi et aujourd'hui, ils vont être diplômés physiciens médicaux. Je vous demande donc d'accueillir avec un chaleureux applaudissement les 45 étudiants pour débuter cette belle cérémonie. Bienvenue à vous, les élèves de la promo 2022-2024. Installez-vous bien car nous allons démarrer la cérémonie de vos diplômes. Vous avez derrière moi les programmes de l'après-midi. Je laisse donc la parole maintenant à Xavier Parette, adjoint à la direction en charge des relations internationales de l'INSTN. Merci Cécilia. Alors je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance parce que là vous avez chauffé bien dès le départ. Donc bonjour à toutes et à tous et puis déjà bienvenue à nouveau à l'INSTN. Alors moi je suis heureux d'avoir le privilège d'ouvrir cet après-midi qui se veut festif. Alors je le dois cette position à une situation un petit peu particulière à l'INSTN puisque même si notre nouveau directeur est connu, il n'est pas encore officiellement nommé. Donc c'est par ce biais-là que je me retrouve en cette position aujourd'hui. Et ce genre d'exercice, il est parfois ressenti comme une contrainte. Eh bien pas là. Et une des raisons pour lesquelles c'est pour moi un vrai plaisir, c'est que j'ai la chance, dans mes fonctions sur l'international, de coopérer beaucoup dans le domaine des applications nucléaires pour la santé, notamment sur la physique médicale, et j'en retire personnellement énormément de satisfaction.
Je suis donc ravi d'avoir la possibilité de m'adresser à vous dans le cadre de cette remise des diplômes de la promotion 22-24 du DQPRM, la promotion donc David Sarru. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Ceci dit, j'ai une petite liste avec quelques messages qu'on m'a chargé de vous faire passer. Je vais essayer de le faire en étant à peu près fin dans mon propos. L'INSTN est très connu principalement pour ses enseignements dans le domaine des applications industrielles et électrogènes. Il l'est moins, et je devrais dire il l'est pas assez, pour ses enseignements dans le domaine des applications nucléaires pour la santé. Et je pense que la taille des filières professionnelles et les enjeux de volume qui y sont associés, y sont pour beaucoup. Néanmoins, les applications nucléaires pour la santé font partie de l'ADN de l'INSTN, de ses missions régaliennes depuis sa création. Et je peux vous assurer que nous sommes fiers de contribuer à l'excellence des compétences de celles et ceux dont le métier ne signifie rien moins que protéger et sauver des vies. Là, c'est beau, hein? Bon. C'était le moment émotion. Bienvenue donc à l'INSTN pour ce qui est probablement la dernière occasion que vous aurez de circuler dans nos magnifiques locaux, du moins dans le cadre de votre formation. Oui, parce que nous comptons sur vous pour revenir. Cette fois-ci, pas pour apprendre, mais pour transmettre, en tant qu'intervenant dans le cadre des futures promotions du DQPRM. Vous savez combien l'expérience des praticiens est essentielle, combien votre expérience de praticien sera essentielle pour un enseignement qui se veut ancré dans la réalité du métier, que ce soit pour les cours, très axés cliniques, qui sont conçus sur l'expérience des services, et bien évidemment pour les stages, qui vous donnent l'occasion d'exercer dans le milieu hospitalier. Et de même que pour les cours, quand vous serez en poste, nous comptons sur vous également pour accueillir avec bienveillance celles et ceux que je me permettrai d'appeler votre nombreuse descendance des promotions à venir du DQPRM. Et non seulement eux, mais également des stagiaires qui pourront vous être proposés dans le cadre de coopération internationale. Et du coup, si je regarde ma liste de courses, les invités à venir donner des cours, ça c'est bon. Les invités à accueillir des stagiaires, on est bon aussi. Je vais pouvoir passer au cœur du sujet de cet après-midi et maintenant vous féliciter. Vous féliciter toutes et tous au nom de l'INSTN pour votre réussite au DQPRM. Votre réussite dans un enseignement que je qualifierais de complet, dense et exigeant. Exigeant par son concours d'entrée, exigeant par l'engagement qu'il demande dans la durée, et exigeant également par son système d'évaluation. Donc bravo à vous, bravo pour vous être engagé dans cette voie, pour ce métier passionnant et ô combien porteur de sens que vous vous apprêtez à embrasser, bravo pour votre réussite, et bravo aussi pour tous les liens que vous aurez certainement su tisser pendant cette formation que vous achevez aujourd'hui. J'imagine que vous déjà pratiquement tous être membres de la SFPM, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à franchir le pas. Par expérience à l'international, je peux vous dire que nos sociétés savantes et que leur fonctionnement nous sont enviés par beaucoup de pays qui veulent développer les applications nucléaires pour la santé. Donc, faites le pas, franchissez le pas avec la SFPM, et moi, du coup, j'ai coché un autre point de ma petite liste. Alors, j'ai parlé d'un métier plein de sens, et je sais que vous en êtes tous et toutes convaincus par le choix que vous avez fait de vous engager sur le DQ. La médecine nucléaire et la radiothérapie sauvent des vies chaque jour. Et elles sont porteuses d'énormément d'espoir pour des millions de personnes qui sont touchées par le cancer. Pour citer quelques chiffres, 2023, 433 000 cas en France, 20 millions au niveau mondial en 2020. Le besoin est donc énorme. Et les progrès sont également remarquables, avec des solutions qui permettent de toujours mieux cibler les tumeurs, de protéger les tissus et les organes environnants et de progresser toujours davantage vers une médecine personnalisée. Mais toutes ces promesses
ne valent qu'à la condition de respecter toutes les précautions requises dans la mise en œuvre des activités d'imagerie, de médecine nucléaire, de radiothérapie. Les traitements, les procédures, les équipements doivent être au meilleur niveau de sûreté, au meilleur niveau de qualité, afin de garantir l'efficacité des soins et la protection des patients et des équipes hospitalières. Et c'est là que vous intervenez. C'est au cœur de ce dispositif pluridisciplinaire, donc complexe, que vous allez apporter votre expertise et que vous allez aussi apporter vos qualités relationnelles et humaines qui sont essentielles dans cet environnement. Ce ne sera pas tous les jours simple, mais vous avez été préparés pour ça. Et si vous recevez aujourd'hui vos diplômes, c'est que vous êtes armés de tout ce qui est nécessaire pour réussir. J'ai parlé d'espoir et je voudrais faire une petite aparté sur l'international. Alors, on a la chance d'être en France, d'être en Europe, même si je vous le concède, des fois on peut se poser légitimement certaines questions, mais il suffit de jeter un regard sur le monde pour rapidement se rendre compte de la chance que nous avons. Combien de pays n'ont pas accès à suffisamment de capacités de diagnostic? Combien de pays n'ont pas accès aux infrastructures de médecine nucléaire, de radiopharmacie, de radiothérapie? Pour citer un chiffre mis en avant par l'AIEA, si tous nous avons besoin de requérir de la radiothérapie, normalement en France, nous avons la possibilité d'y accéder. Mais seulement 10% de la population des pays en voie de développement a cette possibilité. Et je dirais, et encore, le risque d'accident lors des traitements y est sensible. Et une des raisons majeures de ces risques accrus dans ces pays en voie de développement, c'est bien souvent le manque de physiciens médicaux. L'AIEA a lancé en 2022 un vaste programme pour soutenir le développement de la radiothérapie dans les pays qui ne sont pas aujourd'hui dotés. Et la physique médicale y joue un rôle essentiel. Et le nom de ce programme, je vous le donne en mille, c'est « Rayon d'espoir ». La France est très engagée en soutien de ce programme, le CEA et l'INSTN également, et tous les acteurs du monde hospitalier ainsi que les professionnels, au premier rang desquels je citerai la SFPM. La SFPM coopère notamment avec nous pour sélectionner et accueillir des physiciens de pays partenaires afin de les former au sein de vos promotions. Dans la promo 23-25, nous avons 2 physiciens sénégalais. Je ne crois pas, je ne les ai pas aperçus. S'ils sont là, qui lèvent la main, mais je ne les ai pas aperçus aujourd'hui. Bon, vous leur direz qu'on a parlé d'eux. Nous en avons 2 donc, qui sont intégrés à la promo et qui entament leur 2e année. Donc ils vont être ensuite les piliers sur lesquels le Sénégal va pouvoir construire et renforcer progressivement la physique médicale et donc développer notamment la radiothérapie et la médecine nucléaire, et l'imagerie bien sûr. Et pour compléter la formation de ces physiciens, autre axe de coopération à l'international, c'est le développement de solutions d'enseignement dans les pays. Donc l'INSTN y est impliqué et nous réfléchissons avec la SFPM également comment coopérer sur ces enseignements dans nos pays partenaires. Et maintenant, je voudrais terminer mon propos avec quelques remerciements au nom de l'INSTN pour celles et ceux qui coopèrent et qui permettent de déployer avec succès le DQPRM, de répondre aux besoins du système hospitalier français et même au-delà. Et donc je citerai encore la SFPM et à travers elle les centres hospitaliers qui vous ont accueillis pendant vos semestres de stage, les centres hospitaliers où travaillent nos physiciens médicaux, que je remercie pour leur engagement, l'attention qu'ils vous ont portée, les conseils qu'ils vous ont donnés et certainement la riche expérience qu'ils ont partagée avec vous. Et puis je terminerai en remerciant les services de soutien de l'INSTN et l'équipe pédagogique du DQPRM. Un grand merci à Cécilia, Amélie, Nadia, Julia, qui vous ont accompagnés pendant votre séjour parmi nous, qui vous ont probablement cocooné, je les connais, et puis peut-être que quelquefois elles vous ont un peu secoué aussi, ça fait partie du jeu. Donc merci à elles.
Parce que si pour vous le DQ c'est fini aujourd'hui, ben pour elle, l'aventure continue. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec mon introduction. Merci à toutes et tous pour votre attention. Je vais céder la parole à Cécilia qui attend ça avec une impatience rare. Et je vous réitère encore toutes mes sincères félicitations au nom de l'INSTN pour la réussite dans votre diplôme. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Je profite de ce moment pour te remercier aussi de ton investissement dans les DQPRM qui nous permet effectivement aujourd'hui d'accueillir des étudiants du Sénégal et peut-être demain d'autres étudiants dans les cadres d'autres collaborations et porter un petit peu notre touche dans les formations d'officiers dans d'autres pays. Avant de laisser la parole à SFPM, aujourd'hui représentée par Bardia Farman, je vais quand même vous adresser quelques mots. J'avoue, j'ai demandé à ChatGPT, n'a pas été capable de faire un discours digne de la journée. Du coup, vous allez voir les miens, okay? Avec mes défauts, ma mauvaise prononciation, vous allez bien rigoler. Alors, je commence. Vous êtes la deuxième promo à suivre cette formation en 2 ans et demi. Contrairement à vos prédécesseurs, vous avez connu cette nouvelle maquette du début, sans aucun changement, sans transition ni ajustement. Alors, est-ce que c'était une chance quand on sait à quel point la formation est exigeante avec cette nouvelle organisation, on pourrait se poser la question. Néanmoins, vous pourrez dire avec fierté, nous l'avons fait en 2 ans et demi. Vous êtes là. Si on regarde vos parcours, vous avez tous derrière vous au minimum 7 ans d'études supérieures, certains 10 si vous avez une thèse, certains plus, parce qu'il y en a quelques-uns avec des postdocs. Mais votre parcours il a commencé ici à l'INSTN en janvier 2022 avec les concours, la première grande épreuve du DQPRM. En septembre, vous avez commencé vos cours des premières années. Alors, je les cite, c'était un début à toute vitesse. Vous avez 280 heures des cours, 9 unités d'enseignement, autant les mêmes nombres de contrôles continus, des travaux à rendre, pour certains les rattrapages à passer, les tout en 3 mois. Okay. Puis, il y a eu une première année de stage, 6 mois en imagerie et 6 mois en radiothérapie, avec beaucoup de travail, les fiches des compétences à valider, la routine clinique, etc. Et là, vous avez savouré le métier. Okay. Vous avez commencé à y prendre goût au point que vous n'avez pas trop envie de revenir à l'INSTN. Ici, dans nos murs, pour les cours de 2e année. Et pour autant, la formation l'oblige. Du coup, vous êtes revenu ici et vous êtes prêté à l'exercice présent au cours en 2e année. Et encore une fois, plusieurs heures de cours, examens, travaux à rendre et c'est reparti, rebelote pour encore une année de stage. Et des fiches à rendre et ainsi un travail scientifique. Enfin, la synthèse et pour quelqu'un, l'oral de rattrapage jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous apprêtez à quitter l'INSTN, à nous quitter définitivement, mais restera toujours votre école. Et car après tout, il n'y a pas de physicien en France qui n'est pas passé par ici. Presque pas, on va dire, ok? Depuis 97. Comme ça, on sait l'âge. J'espère que vous regarderez de cette formation des bons moments. Nous ne pouvons pas les nier, l'INSTN a quand même le mérite de vous réunir ici, de créer les liens qui vous accompagnera dans les années à venir, et vous faites partie de la promo 22-24. Ça reste quand même votre étiquette. Alors, comme tout discours, celui-ci mérite une petite anecdote. C'était un peu difficile de trouver, parce qu'ils ne nous ont pas vus pendant 2 ans. En fait, je vous ai quitté en décembre 2022, je vous ai revu à la synthèse du coup décembre 2024. Néanmoins, en pensant à vous, je me suis rappelé d'une réflexion que je m'étais faite quelques semaines après vous avoir connu. Vous avez peur là. Et vous avez raison. Alors, lorsque j'arrivais en France, une des premières choses qui m'était dit, les Français aiment bien râler. Alors ça, j'avoue, ça m'avait assez étonnée parce que je ne l'avais pas remarqué. Bon, j'étais dans mes études, du coup, peut-être je ne les sentais pas trop.
Et puis, je suis arrivée au DQPRM. Et je vous ai connu, surtout vous. Et après, j'ai compris, j'ai dit, je ne connaissais pas les vrais Français, en fait. Je pense... vous avez été une promotion particulièrement exigeante, disons-le. Hein. Je pense que vous détenez le record des plus grands nombres de mails envoyés remplis de remarques, des suggestions, et osant les mots, des revendications. Okay? Bon, mais au fond, ce n'était pas utile. Nous avons écouté, même si des fois vous n'avez pas eu l'impression. Et nous avons fait l'effort de comprendre votre point de vue. J'ai dit, on a fait l'effort de comprendre votre point de vue. Nous ne les partageons pas forcément. Okay? Mais c'était un exercice précieux qui nous a permis de nous améliorer ou de prévoir des améliorations dans les promotions à venir. Du coup, c'est un petit merci, ça. Okay. Et alors, c'est cette obstination que je vous encourage à conserver dans votre futur rôle de physicien. Cette obstination que vous avez eue avec nous à vouloir changer les choses, ne la laissez pas ici maintenant. Dans cet institut, emportez-la avec vous, dans votre travail, mettez-la au profit de votre profession. La persévérance dont vous avez fait preuve ici pour dépasser toutes les épreuves présentes pendant ces parcours, mettez-la au service de la physique médicale. Faites entendre votre voix, car vous l'avez sûrement déjà constaté au cours de votre stage, les physiciens ne sont pas toujours écoutés et valorisés en milieu hospitalier. Nous avons besoin des physiciens engagés comme vous l'avez été ici, pendant votre formation. Aujourd'hui, vous terminez ces voyages académiques, mais ne vous arrêtez pas là. Ces parcours, c'était un peu comme les trajets des Sacrés à l'aéroport de Lille dans un jour de neige. Je pense que ça vous parle. Des fois, on y croit, ça va, on va arriver, on voit les bus loin, ça va les faire, on a le temps. Des fois, on panique. Ah ben non, ça ne va pas les faire, il y a les fiches à rendre, il y a la synthèse. Et je cite un de vos mails. Une épreuve finale, source de stress pouvant remettre totalement en jeu l'avenir en l'espace de quelques heures. Ouh là là, quelle pression! Et c'était dramatique, là, on n'y croyait plus. Et pour ce temps, c'était encore plus dur parce qu'il y avait l'oral de rattrapage à passer. Voilà, là, je vous vois encore certains lundi, la sortie après un oral parfois brillante, douter encore de votre réussite. Et en fait, non. Vous êtes tous là, vous l'avez tous fait. Et vous êtes tous diplômés aujourd'hui. Du coup, vous êtes tous arrivés à l'aéroport. Les grands voyages dans le monde du travail commencent. Bon vol à tous et félicitations encore. Et maintenant, je laisse la parole à Bardia Farman, physicien médical en médecine nucléaire à l'APHP, que vous connaissez bien à Marseille, à l'APHM, pardon. Enseignant très apprécié, ouais, je me suis corrigée, hein. Membre du CE, de la SFM, que aujourd'hui va représenter ici, et aussi représentant des centres AP dont vous faites vos stages. Bonjour tout le monde. Non, je ne travaille plus à Paris, ça fait plus de 20 ans. Mais c'est pas grave, c'était hier. Effectivement, j'étais parisien, j'ai travaillé à Paris maintenant, c'est Marseille. Effectivement, elle a été méchante avec vous. Non, pas. Il y en a qui m'ont dit, mais bon, c'est pas assumé alors. Bon, bonjour tout le monde. Je suis heureux et honoré d'être présent à cette remise de diplôme après ce parcours brillant que vous avez eu, parsemé d'embûches, mais quand même, vous avez réussi à passer le cap, certains plus facilement que d'autres. Mais voilà, donc je suis très très honoré. Cette promo 2022-2024 débordant sur 2025, enfin voilà, mais c'est très bien. Effectivement, c'était la première fois et il y en aura d'autres. Parfait. Vous avez enchaîné les cours, les stages, faire un peu de tout, médecine nucléaire, radiologie, radiothérapie, 6 mois par-ci, 6 mois par-là, et vous en êtes sortis avec des examens, des évaluations, une synthèse, l'oral. Mais vous en êtes sortis, c'est ça qui compte, et que bon, toutes ces étapes sont bien passées. Bravo à vous, je suis fier de chacun d'entre vous, je vous le dis, bravo. Maintenant, c'est le milieu de travail qui vous ouvre les bras. Parfait.
vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être déjà fait votre choix, c'est très bien. Ce milieu de travail, vous arrivez à un moment où vous avez l'embarras du choix. Profitez-en, c'est le moment. C'est le moment de tester, c'est le moment d'aller vers la radiothérapie. Et tous ces nouveaux traitements, des nouvelles machines qui envoient de plus en plus des faisceaux de plus en plus puissants, qui nécessitent des réglages, une collaboration de plus en plus poussée avec les radiologues, avec les radiothérapeutes, radiologues sur le côté l'IRM-LINA qui nécessite aussi qu'on soit très très concentré sur ce qu'on fait. C'est des machines, c'est des techniques très très puissantes qui vous tendent le bras. Et c'est un domaine très très intéressant. La radiologie avec les radiologues qui sont de plus en plus sensibles à l'exposition du patient, que l'on soit en pédiatrie, que l'on soit en radiologie interventionnelle. Voilà, vous avez des nouvelles machines aussi qui sont là avec une technicité différente, avec toujours un besoin de physicien médical. Sans parler de l'IRM qui est là aussi et qui nous fait des petits clins d'œil en disant « venez par là, il y a des choses à faire ». Très bien. La médecine nucléaire, je suis bien placé pour savoir, avec des nouvelles gamma caméras, des nouvelles machines TEP, des détecteurs de plus en plus puissants, avec des techniques d'imagerie qui nécessitent qu'on se penche dessus de plus en plus rapide. On voit de plus en plus de choses et nos médecins se demandent pourquoi ils voient autant de choses et qu'est-ce qu'il faut mettre derrière sur ce qu'on voit. Il y a de la place encore, il y a beaucoup de choses en imagerie. Et puis le volet thérapie de médecine nucléaire qui est en train de prendre des dimensions exceptionnelles et qui nécessite qu'on soit très très vigilant pour savoir ce qu'on peut apporter pour démontrer la place de la dosimétrie, l'exposition du patient, et bien sûr combiner tout ça dans la prise en charge globale du patient et tout ce qui va avec. Donc en tout cas, vous avez tous ces domaines-là qui vous tendent le bras, profitez-en, c'est très bien. Vous avez des structures différentes aussi qui vous tendent le bras, le public avec des chefs de service renommés qui ont une réputation et qui ont des exigences très élevées qui peuvent vous aider à faire votre place. Les centres de lutte contre le cancer qui mettent en avant et en lumière l'oncologie et tout ce qui va avec. La société a besoin aussi qu'on avance sur ce domaine-là. Et puis il y a le privé qui a pour ambition, non, de faire de la routine. C'est intéressant aussi, j'en ai fait. C'est intéressant aussi. Et puis il y a aussi les prestataires de services qui ont pour ambition de faire du service. Donc tout cela, voilà, vous avez le choix. Voilà, je ne ferai pas langue de bois. Donc je ne dirai pas que c'est équivalent. Mais vous avez le choix. En tout cas, ce qui est bien, effectivement, c'est d'essayer et de voir où est-ce que vous pouvez trouver votre place. Ça, c'est important. Vous êtes dans un moment où vous pouvez tester. C'est le moment. Surtout, il faut savoir que maintenant, les choses changent pour vous et il y a la notion de responsabilité qui vient se rajouter dans ce que vous faisiez. Vous savez déjà faire beaucoup de choses. La responsabilité vient de se rajouter. Soyez-en conscients. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans des équipes. En plus de fait d'être dans des équipes, vous avez aussi la communauté de physiciens qui est à votre disposition à travers des listes de diffusion, à travers des mails personnalisés des gens que vous connaissez, des gens qui sont venus vous enseigner, à travers la SFPM qui organise dans les congrès, des EPU, toutes sortes de moyens, tout ce qui est à votre disposition, profitez-en, c'est fait pour ça, pour ne pas se sentir seul et de ne pas prendre une décision si vous n'êtes pas sûr de votre décision. C'est très important, la notion de responsabilité vient de se rajouter, c'est important d'en être conscient. Eh bien, je ne vais pas m'étaler plus. Au nom de la SFPM, je vous souhaite une très bonne continuation et toutes mes félicitations au nom de la SFPM et du Conseil d'enseignement. Merci à vous.
Merci Bardia et merci à la SFPM qui nous accompagne chaque jour dans l'organisation de cette formation. Et maintenant, je laisse la parole à David Saru, directeur du CNRS, des recherches au CNRS, au Centre de lutte contre les... Directeur du CNRS, peut-être ça fait trop là. Je t'ai donné beaucoup. Au Centre de lutte contre les cancers Léon-Bérard de Lyon et maintenant aussi parent de la promotion 2022-2024 du DQPRM. Alors, je vais tenter cet appareil. Ça a l'air de marcher. C'est bon, là, ça, on t'entend. Super. Est-ce qu'il faut que je switch la présentation? Alors, je vais... Oui, oui. Tac. Elle est où la présentation? Ah non, elle est ici. D'accord. C'est ça? Ah, ben voilà. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup. Bienvenue à cette cérémonie. Donc, si j'ai bien compris, je vais faire office de parrain de cette promotion. J'en suis très honoré. Et comme tout le monde, je vais commencer tout simplement par des félicitations et un bravo. Voilà, je pense que c'est un diplôme qui est très difficile. Tout le monde vous l'a déjà dit, de par son contenu, mais également par rapport à la logistique. C'est pas évident de changer tout le temps de lieu, de se déplacer. Donc tout le monde vous a félicité, je m'associe à ces félicitations. Après, restons humbles, vous n'êtes pas encore Marie Curie, c'est pas, voilà, il y a un petit peu de marge encore, mais c'est déjà une excellente étape. Alors je me permets également de vous féliciter parce que, à titre personnel, je ne suis pas physicien médical du tout, donc je n'ai pas du tout ce diplôme, je n'ai pas toutes vos compétences. Donc quand vous m'avez proposé d'être le parrain de la promotion, je me suis un petit peu gratté la tête en me disant oh, c'est très très gentil, j'en suis très honoré, mais finalement qu'est-ce que j'apporte ou quel est le lien avec la physique médicale? Alors peut-être qu'on ne se connaît pas beaucoup, donc je prends juste une slide pour me présenter très rapidement. Évidemment, je ne vais pas passer la séance sur moi. Hein. Donc j'ai fait des études très très classiques universitaires à Montpellier, puis à l'ENS à Lyon, puis après j'ai fait une thèse et je suis maintenant au CNRS. Dans un laboratoire qui s'appelle Creatis. Mais l'élément peut-être un petit peu particulier, c'est que cette équipe de recherche que j'anime, elle se trouve au sein du Centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard, donc un parmi tous les centres que vous avez en France. Et j'ai été accueilli quand je suis arrivé, donc il y a une petite vingtaine d'années dans ce milieu-là, par deux personnes, Christian Carry, qui était radiothérapeute et chef de service à ce moment-là, et Chantal Ginesté. Alors Chantal Ginesté, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est une physicienne médicale en France qui a un certain aura, qui a une certaine renommée, et qui est une des premières physiciennes à avoir mis en place toute la radiothérapie 3D, comme on disait à l'époque. Et c'est elle qui m'a vraiment ouvert les portes de cette discipline-là. Donc, c'est un petit message. Du coup, je ne suis pas physicien, je ne travaille pas en radiothérapie, je n'ai pas le poids de la responsabilité dont on vient de parler, heureusement pour les patients, je pense. Mais j'essaye d'avoir quand même un lien avec les physiciens médicaux, puisque je travaille avec eux. Et ce qui m'importe, moi, c'est le lien avec la recherche. Alors, j'en ai profité pour faire un tout petit peu de stats. Donc, j'ai encadré... je reviens. J'ai encadré 18 thèses, et je me suis rendu compte qu'il y en avait 9 de ces 18 qui étaient physiciens médicaux, soit avant, soit après. Donc voilà, c'est à peu près la moitié des étudiants que j'ai eu encadrés. Puis j'ai participé à pas mal de jurys de thèse, une petite cinquantaine. Et alors là, c'est plus difficile de faire le calcul, mais environ 40% étaient physiciens médicaux. Donc il y a un lien fort entre la recherche et la physique médicale. Je ne dis pas du tout que tous les physiciens médicaux doivent faire une thèse, ce n'est pas du tout le principe, et les chercheurs ne doivent pas tous faire de la physique médicale, évidemment, mais je pense que c'est quand même important que parmi les départements de physique en France, il y ait toujours un petit volant de personnes qui aient un peu une expérience, on va dire, un peu orthogonale, un peu différente par rapport au quotidien. Et donc, Cécilia m'a fait gentiment passer les statistiques des précédentes années au DQPRM. Donc, évidemment, c'est très variable parce qu'il y a beaucoup de soubresauts, puis il y a eu le Covid, il y a eu des tas de choses, mais les ordres de grandeur à retenir, c'est qu'il y a quand même entre 6 et 10 docteurs qui ont le DQPRM en France par an. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, intéressant. Vous allez peut-être... Regardez également cette illustration là sur ce qu'apporte une thèse à une personne. Donc voilà, donc bravo. Et
peut-être faites attention parce que peut-être vous êtes la dernière promo de DQPRM. Peut-être que vous êtes les derniers physiciens médicaux en France. Pourquoi ? Peut-être. Ben, je pense effectivement que l'IA va remplacer tous les physiciens médicaux. Alors, c'est pas forcément moi qui le dis, hein. C'est une conversation que j'ai eue avec un ami. Et je lui ai posé la question, est-ce que... Alors, on a discuté avant un petit peu, puis à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que l'IA va remplacer tous les physiciens médicaux ? Parce qu'il me disait des choses bizarres. Et donc, les réponses, regardez, j'invente rien, l'IA va remplacer tous les physiciens médicaux. Alors, il y a des tas d'arguments, l'automatisation, les algorithmes d'apprentissage qui s'améliorent, qui permettent de réaliser des tâches techniques, mais aussi d'optimiser les décisions cliniques avec, avec une précision bien supérieure à celle des humains. Alors, j'étais un petit peu étonné, je lui dis, je ne pense pas tout de même. Et là, ça continue. Ça peut sembler surprenant, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est inévitable. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Donc, les systèmes d'IA, ils sont alimentés par des quantités massives de données auxquelles vous n'avez pas vous-même accès, mais les IA ont accès à ces données-là. Et l'IA peut prédire des réponses et un certain nombre de tâches que vous ne pouvez pas faire. Et puis surtout, regardez, une capacité de fonctionner 24 heures sur 7 sans fatigue. Je suis sûr que vous avez prévu de prendre des vacances à un moment donné, mais c'est une erreur. C'est une erreur. L'IA n'en prend pas de vacances et c'est un autre argument contre les physiciens médicaux. Alors, j'essaie quand même d'insister, est-ce que quand même le contrôle de la planification des traitements, la délivrance de la dose, ce sont des tâches à responsabilité qui sont très délicates, il y a quand même il y a des patients derrière, est-ce que le physicien ne peut pas faire grand-chose là-dessus ? Et alors ça continue, il y a des pages et des pages d'arguments, planification du traitement, optimisation automatique, adaptation continue des traitements, fiabilité accrue, délivrance de la dose, surveillance en temps réel, prédiction des erreurs. Au fur et à mesure que les technologies se perfectionnent, le rôle des physiciens médicaux dans ces domaines pourrait devenir superflu. Je suis désolé, hein. L'IA offrira des processus plus rapides, plus précis, moins coûteux. Vous coûtez cher. Vous coûtez cher. Je connais les fiches de salaire des physiciens. C'est pas faux, hein, c'est pas faux quand même. Et ça va regarder les hôpitaux, ils regardent ça de loin, les administrateurs, ils vont voir vos salaires, hein. Donc, ultime espoir, j'essaie de demander un petit peu s'il n'y a quand même pas quelques tâches qui peuvent rester dévolues aux physiciens. Ça part mal. Malheureusement, même les moindres des tâches finiront par être absorbées par l'IA. Et là aussi, supervision déjà automatique. Interaction avec les cliniciens. Vos radiothérapeutes préférés, ceux qui vont vous demander, là je veux 64,5 degrés, mais à côté, 3 mm à côté, j'en veux que 22. Débrouille-toi. Tu as 2 heures. C'est ça qui se passe. Ça aussi, ce discours, cette discussion avec les médecins, l'IA peut les faire. Maintenant, on peut discuter avec une IA, hein. Alors pour l'instant, c'est au clavier, mais dans quelques jours, c'est à l'oral, hein. Donc même ce genre de choses, d'après ChatGPT, ça pourrait être remplacé par de l'IA. Recherche et développement, ça c'est un peu pour moi, hein. Alors la recherche et développement également pourrait être assistée par l'IA. Conclusion, au fur et à mesure que l'IA évolue, elle pourra prendre en charge la totalité des aspects du métier, ne laissant aux physiciens médicaux qu'un rôle historique dans les livres d'enseignement avec le petit smiley qui va bien. Bon, j'en ai trop fait, vous vous en doutez, évidemment, c'est un fake. J'ai un tout petit peu orienté la discussion, c'est pas exactement comme ça. Je fais mon malin, mais tout ça pour attirer un tout petit peu votre attention, et vous en avez entendu parler en particulier cette semaine, l'IA est partout. Donc l'IA, c'est quand même quelque chose de réel qui existe, et quand on veut démontrer que quelque chose est réel, on regarde l'aspect financier. Donc là, je n'invente rien, regardez ce qui se passe au niveau mondial. Le poids de l'intelligence artificielle dans la santé, c'est de l'ordre d'une 20aine de milliards worldwide.
c'est pas énorme actuellement quand on compare à ce qui se passe, mais la croissance de cette activité-là est incroyable. On sait, là encore, c'est des prédictions, on sait très bien qu'il peut se passer des tas de choses, mais on prévoit quand même qu'à une dizaine d'années, ce domaine-là pourra être multiplié par 10. Donc dans la santé, il n'y a pas que la physique médicale, mais la part de l'imagerie, la part de la physique médicale ici, là, elle est importante. Donc l'IA, à coup sûr, va peser très fort dans votre quotidien. Je ne dis pas que vous allez faire de l'IA tous les jours, hein, mais c'est sûr que votre promo va être confrontée à cette thématique-là dès le début et pendant alors, au moins les 5 années à venir, parce que ça pourrait être remplacé par autre chose, on n'en sait rien, mais probablement quand même un tout petit peu plus longtemps. Alors comment ça va se voir dans vos services? C'est très simple, hein, vous allez avoir votre radiothérapeute préféré qui va aller à l'estro, pendant que vous êtes dans le bunker en train de faire la dosimétrie qu'il vous a demandé la veille. Il va aller à l'estro, il va boire de la bière là-bas, regarder un tout petit peu, et puis il va se promener dans les allées. Qu'est-ce qu'il va voir? Des magnifiques linacs tout brillants, avec dessus marqué « Intelligence artificielle ». Ah, ce linac, il marche tout seul. D'accord? Alors, il va vous envoyer un petit snap là-dessus, vous allez recevoir ça en rigolant, mais sauf que le lundi, quand il va arriver à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous installer un nouveau linac, et il va vous dire, je le sais, l'industriel, il me l'a dit, il suffit d'appuyer sur un bouton, et le plan de traitement, il est tout fait. Donc, du coup, tu vas avoir plus de temps, mon physicien médical préféré, pour faire autre chose. Voilà ce qui va se passer. Évidemment, encore une fois, j'exagère, je pousse, je caricature ce chose-là. Mais quelque part, il y a un tout petit fond de vrai là-dessus, parce qu'au niveau administratif, probablement que les gens qui gèrent les bourses, ils sont tout le temps en train d'essayer de contrôler les flux financiers, ils vont regarder ça, dans quelle mesure on va pouvoir arriver à exploiter ces nouvelles technologies-là pour faire baisser les coûts. Et donc là, c'est à vous à jouer. C'est à vous à prendre en main ces nouvelles technologies-là pour en exploiter le meilleur, mais également pour mettre des freins là où ça ne pourra pas avoir forcément un grand intérêt. Donc je fais toujours cette petite analogie. Votre but, c'est de monter la montagne. Il faut penser qu'en haut, c'est le patient qui compte. C'est ça, c'est la seule chose qui compte, c'est ça. Comment on va faire en sorte que son traitement il soit le plus adéquat possible par rapport à l'ensemble des connaissances que la communauté scientifique connaît. Et ce que faisait Chantal Ginesté dans les années 80, je l'ai vu, hein, elle faisait son plan de traitement sur une grande table avec un stylo, une feuille, des règles, des abacs, et elle dessinait les rayons et elle calculait la dosimétrie pour les patients. Qu'est-ce qu'elle faisait, Chantal Ginesté? Elle montait la montagne et elle essayait de faire en sorte qu'à la fin, le patient il soit le mieux soigné par rapport aux conditions actuelles. Ce que vous allez faire, c'est la même chose. Ok, vous avez des pioliers un peu plus costauds, vous allez avoir de l'équipement scientifique différent, c'est sûr, vous allez être mieux aidé. Mais l'objectif, il est le même. L'effort, il va être le même. Par contre, vous allez aller plus haut. Le patient, il va être mieux traité. C'est-à-dire un patient en 2025 est beaucoup mieux traité qu'un patient dans les années 90. Il faut quand même reconnaître aussi que la communauté scientifique, la communauté de la santé, progresse dans le temps. On est toujours habitué à ce que ça soit un petit peu normal, mais ça se fait à la force du poignet, ça se fait par un engagement dans la vie de tous les jours, des médecins, des physiciens et de l'ensemble des acteurs du monde hospitalier. Donc, voilà, on n'est pas plus valeureux en 2025 que dans les années 80, on va juste plus loin avec d'autres outils. Et les outils de l'époque, ils avaient leurs limites, vos outils, ils auront leurs limites aussi. Des opportunités, des challenges, j'ai pas énormément de notions sur lesquelles je voulais accentuer, mais peut-être deux particulières, les données. Donc on l'a vu un tout petit peu en cours, les données, c'est ce qui nourrit les IA, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et peut-être que en particulier en France, ce n'est pas le seul pays, mais on n'a pas été très très bon dans la gestion des données à l'hôpital ces, on va dire, 15 ou 20 dernières années. Et évidemment, on s'en rend compte depuis déjà pas mal de temps, mais c'est quelque chose qui est très lourd, très compliqué, et vous allez être en première ligne. Donc, je n'ai pas énormément de conseils à vous donner, mais pensez à ces données-là. C'est vous qui allez être en première ligne là-dessus. Les données préexistent aux expertises. Toute votre expérience, vous allez la faire là-dessus. Et vos administrateurs, au niveau des hôpitaux, vont vous dire « Attention, les données, c'est de la richesse.
Les données, on va pouvoir les vendre aux industriels pour qu'ils entraînent leur algorithme et on aura de l'argent. Attention, les données, ce n'est pas de la richesse. La richesse, c'est le partage des données. La valeur ajoutée, c'est quand vous allez les exploiter. Donc faites attention, dès le début, si vous pouvez, vous renseigner un tout petit peu comment toutes les données auxquelles vous allez avoir accès sont exploitées dans l'hôpital pour peut-être dans 5-10 ans arriver à en sortir quelque chose. Voilà un premier point. Deuxième point, c'est les méthodes. On l'a vu aussi en cours. On a vu l'importance des données, de la qualité des données, de la quantité des données. Mais il n'y a pas que ça. On a vu que l'IA, c'était des maths, c'était de la statistique, c'était des réseaux de neurones. Mais il y a la méthode qui compte ici. 2 réseaux de neurones sont faits par 2 ingénieurs différents qui vont mettre des paramètres différents, qui vont les exploiter différemment et ils auront des résultats différents. Donc ce n'est pas parce que vous avez un logiciel ou un Linac avec un sticker IA qu'il a un intérêt. Votre but, c'est de le regarder, comprendre ce qu'il y a dedans, avec quoi il a été entraîné, est-ce que les données sont suffisantes, quel algorithme il y a dedans, et puis après de l'évaluer. Validation, évaluation, adaptation et puis innovation, parce que vous allez être au cœur de toutes ces innovations. Donc dans quelques temps, même peut-être tout début, vous allez avoir des idées auxquelles personne n'a pensé. Il ne faut pas hésiter à essayer de les exploiter. Voilà, 2 petites idées que j'avais en passant en termes d'opportunités. Un autre petit point, on va également beaucoup vous parler des aspects réglementaires des données, RGPD, etc. C'est important, il faut s'y conformer, il n'y a pas de doute là-dessus, les données sont importantes pour les patients, la protection des données est importante pour les patients. Juste essayer peut-être de limiter, et mon rêve, c'est que les temps de discussion sur l'IA soient 90% sur l'utilité, les risques, l'intérêt de cette méthode-là, et 10% sur la RGPD et la réglementation. Si vous arrivez dans les réunions à segmenter ce temps-là, ça aidera. Parce que là, dans ma petite expérience, on passe énormément de temps à essayer de comprendre si les données, on a le droit ou pas le droit, plutôt qu'à regarder exactement à quoi elles servent et à les exploiter. 2 autres petites notions avant de terminer. L'open source est important. J'en ai déjà parlé. J'en ai beaucoup parlé de l'open source. Donc l'open source, si vous ne connaissez pas forcément, c'est le fait de proposer un logiciel et d'en distribuer avec ce logiciel le code, c'est-à-dire la recette de cuisine qui a permis de le produire. C'est une notion, l'open source, qui est très ancienne, qui est utilisée depuis très longtemps. J'en parle beaucoup, depuis longtemps. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand j'en parlais, je voyais des petits sourires. Et souvent, en particulier dans le milieu médical, pour qui l'open source n'est pas quelque chose de complètement naturel, de gens qui disaient « Ah oui, il est gentil, le petit geek naïf post-68 heures qui veut toujours partager les choses ». C'est pas vrai, je ne suis pas du tout naïf. L'open source est puissant. C'est une technique de travail qui change. Et ce n'est pas moi qui le dis. PyTorch, TensorFlow, ce sont les 2 logiciels utilisés par 99% des IA dans le monde. Ce sont des logiciels open source. Fait par qui? Facebook, Google. C'est pas des geeks 68 heures attardés, hein. C'est des grosses boîtes qui ont compris l'intérêt de ces techniques. Donc l'open source, c'est quelque chose de puissant. GitHub, Microsoft, il l'a acheté 150 milliards d'euros. D'accord ? On n'est pas dans le... C'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que c'est, en tant que physicien, vous allez toucher beaucoup de logiciels aussi. Donc c'est intéressant, je pense, de regarder ce qui se fait du côté de l'open source. Si vous faites un petit outil qui a un intérêt, il ne faut pas hésiter à exploiter cette chose-là. Et le deuxième point, ça a déjà été un petit peu dit tout à l'heure, c'est voyager. Alors je suis un tout petit peu déçu qu'il n'y ait pas de physiciens médicaux en poste où j'en vois, enfin si, il y a quelques-uns dans les services, mais je m'adresse à eux. Envoyez vos jeunes, tous les DQPRM, tous les jeunes physiciens médicaux, je pense fondamental qu'ils passent beaucoup de temps à aller voyager et rencontrer les autres physiciens dans le monde entier, en particulier en Europe. Donc l'ESTRO, le ANM pour la radiothérapie, le ANM pour la médecine nucléaire, je pense fondamental que les physiciens y aillent. Depuis historiquement, on va dire, la France était clairement sous-représentée. Pour des tas de raisons, peut-être la langue, qui est un petit frein, etc. Après, si vous m'entendez parler anglais, vous verrez que c'est plus un frein, hein, la langue. Mais en tout cas, clairement, les Français physiciens
ont une communauté très forte qui a toujours été reconnue par les publications, par le travail qu'elle a fourni, mais complètement sous-représentée dans les instances européennes. Et je pense que c'est vraiment dommage. Ça change clairement depuis 4-5 ans. Il y a vraiment un changement grâce à la SFPM en particulier, ou les FOMP, ou d'autres organismes comme ça. Mais voilà, essayez de convaincre vos aînés, les personnes qui vont vous encadrer, de vous envoyer aller boire des bières dans tous ces congrès-là. Je pense que c'est important pour en ramener une expérience. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Je voulais juste conclure par une citation que j'ai honteusement piquée à une personne qui s'appelle Yuval Noah Harari, que vous connaissez peut-être, qu'il est extrêmement connu. C'est un chercheur historien israélien qui a écrit plusieurs livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires, donc peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui a une certaine stature, on va dire, et qui étudie les relations de l'espèce humaine au cours de l'histoire. Et récemment, il a essayé de replacer l'IA dans l'histoire de l'espèce humaine. Il est légèrement plus pessimiste que moi, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il finit quand même par des choses plutôt optimiste, je pense, et voilà, je vous les lis, on peut les lire ensemble. À la fin de son livre, ça implique aussi qu'à condition de faire les efforts nécessaires, nous pouvons créer un monde meilleur. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Je retiens le mot effort. Il n'y a rien qui est gratuit. Hein. Il faut soulever un petit peu voilà, il faut tirer les manches. Ce n'est pas de la naïveté. Souvent, quand on est optimiste, on associe ça à la naïveté. Moi, je ne crois pas du tout. C'est du réalisme. Tout ce qui est ancien fut jadis nouveau. Alors ça, c'est tout simple. Moi, je vous parle d'IA parce que c'est fun et parce que c'est le truc du moment. Mais dans 20 ans, vous serez là, vous serez peut-être dans la salle et vous raconterez comment vous avez vécu cette transition-là, qui aura ou pas eu du succès, j'en sais rien du tout, mais vous le raconterez. Et par contre, vous serez en train de dire à vos successeurs que la nouvelle technologie qu'il y aura dans une vingtaine d'années, elle est importante et qu'il faut qu'ils s'accrochent dessus. Ce sera peut-être l'immuno, la flash, j'en sais rien, mais il y aura sur quelque chose. La seule constante de l'histoire, c'est le changement. Donc accompagnez-le. Merci beaucoup. Merci David, c'était super. Et maintenant c'est à vous. Je crois que certains d'entre vous voulaient dire quelque chose. Du coup, si je ne me trompe pas, c'est lui, Thomas, Océan, Joël, Juliette. Est-ce que je vous ai tous appelés? Alors, du coup, où vous parlez là, ou je vous donne un micro? Avec le micro? Vous préférez là? Juste attention, n'est pas touché ici, sinon ça... Oui, du coup. Ouais, parce que vous avez remarqué, je crois. Allez. Bonsoir Paris. Bon, bonjour Saclay, et ça sonnait moins bien. Nous sommes les représentants de l'association AEPM, donc l'association des alumni et étudiants physiciens médicaux. C'est notamment à travers cette association qu'on a organisé le gala de ce soir pour célébrer la remise des diplômes comme il se doit. On a donc souhaité vous dire quelques mots pour se remémorer ensemble ces 2 ans et demi de formation. Après ces longues années, nous voilà enfin sur le point de recevoir les précieux sésames. Ouh La durée de nos études peut d'ailleurs se mesurer à la quantité de caféine ingérée et le crème dégarni pour certains, et à notre capacité à fonctionner malgré le manque de sommeil, ou pas d'ailleurs. Alors, ce fut un long sacrifice de temps et d'argent, et j'aimerais qu'on s'applaudisse tous très très fort, déjà pour commencer. Maintenant que tout le monde s'est bien réchauffé, on va pouvoir parler de ces 2 ans et demi intenses en heures de cours, de pression, mais aussi intenses en rencontres. Tout a commencé par la réussite d'un concours, une première épreuve déjà marquante, et notre rencontre. À cette occasion, notre promotion s'est formée grâce à l'union de 7 masters venus de contrées différentes. Premier jour, directement confronté au choix des stages. On s'épie, on se regarde. Qui sont ces gens? Mais ce sont aussi les premières déceptions
les premières joies et surtout la première sortie au bar pour arroser cette nouvelle rentrée ensemble. Ce fut aussi la découverte de nos co-d'écus, copains de révision, copains de galère, mais surtout la naissance de belles amitiés. Et nous voilà propulsés dans la vie parisienne. Enfin, à Saclay, pour être précis. Mais bon, c'est presque pareil, avec les mêmes galères, trouver un logement, mission impossible sans mentir au proprio, réaliser que tout coûte une fortune et affronter les fameux aléas des services de la RATP. D'ailleurs, si vous êtes venus ici en transport, vous avez pu mesurer à quel point il faut de la patience pour arriver jusqu'ici. C'est ici que nous avons rencontré Julia et Cécilia, et plus tard Nadia, qui ont été à nos côtés tout au long de cette aventure. Elles ont su nous épauler face aux réclamations, aux larmes du contrôle continu. Petite dédicace à Juliette et Lou pour leurs 15 rattrapages en médecine nucléaire. Et bien sûr, nos angoisses des stages. Elles ont même réussi à presque garder leur calme légendaire face à nos plaintes incessantes. Nous avons aussi croisé de nombreux intervenants, que ce soit des médecins, des physiciens médicaux, des ingénieurs, David Sarru. Certains, il faut l'avouer, avaient un talent certain pour nous assommer sous une avalanche de diapositives. On pense très fort à nos amis médecins aujourd'hui, d'autant plus que notre état n'était pas toujours idéal pour suivre plus que la diapo d'introduction, c'est-à-dire le titre. Les cours se sont enchaînés à un rythme soutenu, avec leur lot de défis et de révisions intenses, mais rassurez-vous, cela ne nous a pas empêchés de relâcher un peu la pression et aussi de la boire. Quelques soirées bien animées dans les bars de Massy et de Paris ont bien pimenté notre quotidien, nous rappelant qu'au-delà du travail, ces années étaient aussi faites pour profiter et créer de beaux souvenirs. Donc, après avoir enfin décroché nos examens, nous voilà à nouveau dispersés aux quatre coins de la France pour nos stages, parfois dans des villes dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Pour certains, ce fut la découverte de la diagonale du vide. Donc voilà, l'expérience de vivre loin de l'être aimé, de nos familles, pour certains de nos enfants, de nos amis, et pour d'autres, c'était tranquille, la vida loca sur la Côte d'Azur. Je ne citerai pas de nom. Donc il y avait deux salles, deux ambiances qui nous ont tout de même permis de faire un véritable tour de France à la découverte de nouveaux cépages. Mais parlons également des modules qui nous ont offert la chance de planifier de précieux week-ends prolongés. Nous avons une petite requête. Si dans les années à venir, ces modules pouvaient être placés exclusivement en début ou en fin de semaine, ce serait parfait. Les futurs participants vous en remercient déjà. Trêve de plaisanterie. Ces stages nous ont offert une immersion unique et nous ont permis de rencontrer des physiciens médicaux dans leur milieu naturel et de mieux appréhender le métier. Entre les sprints pour remplir nos fiches de compétences et les missions cliniques généreusement déléguées pendant leur pause café, mais patience, notre heure arrive bientôt. On n'a vraiment pas eu le temps de s'ennuyer. Voilà. C'est vrai qu'on s'est tellement bien amusé qu'on aurait presque pu oublier l'étape la plus redoutée de la formation, la synthèse. Bien qu'en réalité, impossible de l'oublier. On a juste essayé de l'ignorer avec plus ou moins de succès. Il faut dire qu'après 2 ans de travail intense, on nous a rappelé que pour entrer dans le club des physiciens médicaux, le pass synthèse était obligatoire. Alors on s'est mis à travailler davantage, avec quelques moments de doute et quelques larmes plus ou moins assumées par certains, avant de retourner à Saclay pour ce qui se présentait comme l'épreuve ultime de la formation. Mais rassurez-vous, si nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons enfin validée, cette fameuse synthèse. Et maintenant, nous pouvons enfin faire officiellement partie du club des physiciens médicaux. Et j'ai qu'une chose à dire, champagne ou jus de pomme pour chacun. Félicitations à tous. On peut s'applaudir. Et même si notre formation académique touche à sa fin, notre apprentissage, lui, ne s'arrêtera jamais. La physique médicale évolue constamment et de nouveaux défis émergent. Et pour cela, dans ce contexte, l'entraide et la communication seront un atout majeur. Et nous ne serons jamais vraiment seuls et c'est une des forces de notre métier.
Et pour finir, on souhaitait quand même beaucoup de courage au DQ1. No worries, on vous passera nos fiches pour la synthèse. Et du coup, nous, on l'a tous validé. Donc, synthèse, on est trop fort ou surcoté, vous nous le direz. Et ce sera un plaisir également d'organiser une passation digne de ce nom de l'association pour que vous puissiez faire perdurer en tout cas les traditions. On vous souhaite plein de réussite et on espère que nos chemins se recroiseront. Bon, après tous ces blablas, on va faire dans le classique et on va passer aux remerciements. Donc on voudrait d'abord remercier nos proches qui nous ont soutenus moralement et surtout financièrement pour financer les études et aussi nos tournées à la Brouette. Désolé papa, je te rembourserai à mon premier salaire. Merci aussi à la Neige qui a parfois eu la délicatesse de nous offrir une pause bienvenue pendant certains cours de deuxième année. Merci également aux techniciens de surface du Nautilien N122 d'être passés après nous. Bien sûr, merci à tous les physiciens dévoués qui, entre deux sessions d'exploitation bienveillante, bien sûr, ont pris le temps de nous transmettre leur savoir et leur passion pour la physique et la fête. Merci à ChatGPT, notre allié de l'ombre, qui est devenu un peu notre meilleur ami. N'hésitez pas à lui laisser un petit diplôme aussi pour l'occasion. Merci à nos petits DQ1 d'avoir toléré nos crises de nerfs, de larmes, parfois notre violence pendant la révision de la synthèse. Merci également à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à l'organisation de cette formation. Un grand merci à Cécilia, Julia et Nadia d'avoir supporté nos caprices quasiment toujours justifiés. Mention spéciale à Julia aussi, qui nous a quand même accompagnés tout au long de ces 2 années intenses, avec une constance remarquable par mail, SMS, appels, pigeons voyageurs. Un énorme merci à David Saru également d'avoir accepté d'être notre parrain de promo et pour sa pédagogie hors pair. Merci également à la SFPM de nous permettre d'être ici et de nous permettre d'organiser cet événement. Bien sûr, merci à l'INSTN aussi d'organiser cet événement. Également, par souci pratique, merci à notre incroyable sponsor CIMED, sans qui l'organisation du gala de ce soir n'aurait pas été possible. Merci aussi à nous, notre team de l'organisation du gala, et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. On avait vraiment une équipe trop cool. Et surtout, merci à cette promotion incroyable que nous avons été. Gros love sur nous tous. Nous vous attendons donc nombreux, étincelants et de bonne humeur pour une dernière danse tous ensemble sur la piste du bar-restaurant le 19 ce soir. Et en attendant, la petite Teamcom nous a fait une petite vidéo cousu main pour résumer ces 2 années. Donc bon visionnage à tous.
Merci. Très sympa. Et c'est le moment attendu depuis le début de la cérémonie. Nous allons désormais procéder à vous remettre les diplômes. Et du coup, on va vous appeler un par là et monter sur l'estrade. Ok? David, tu veux... Avant de commencer la cérémonie, je tiens vraiment à vous féliciter. Je vous souhaite une très belle continuation dans vos projets futurs. Et franchement, bravo et c'est amplement mérité. Alors, nous allons accueillir le premier diplômé de la promotion 22-24, Abdelaziz Aïd Shrif. Bon, je l'appelle quand même. Oui. Ah bah. Le deuxième étudiant, Oreste Allegrini. La troisième, Océane Bachelier. Alors, je viens de voir que le prochain n'est pas là, mais je voudrais quand même qu'on l'applaudisse. Abalo Afobakondi. Le prochain, Olivier Baratier. J'appelle Ayoub Beychou. La prochaine diplômée... le prochain diplômé, Yacine Benchek, qui n'est pas là. La prochaine, Asia Benamla. Mohamed Bensiali. Abderrazak Bibsras. Alexandre Blanchet.
Yasmine Amin Boualga. Alors, je voudrais quand même qu'on applaudisse Nicolas Campissi, le délégué de la promotion qui n'a pas pu être présent. J'appelle Quentin Chêne. Justine Deborn. La prochaine, Lou Élise Gabillard. J'appelle désormais la déléguée Maïwen Geffroy. Le prochain, Mostafa, qui n'est pas présent, mais je veux quand même qu'on l'applaudisse. Valentin Giordano. Elle n'a pas pu être présente, mais je veux encore une fois qu'on l'applaudisse, Alexia Goretti. J'appelle Antoine Guérin. Le prochain, Zakaria Ahmad. Oh, c'est bon. De remercier José. Ils ont oublié de le remercier. Non, mais on sait on remercie José. Ok, ça marche. Le prochain, Mathéo Jean. J'appelle Anaïs Krizizaniak. Joël Labour. Léa Le Garrère.
Antoine Le Carpentier. Lucien Lemaire. Alexa Liogier. Reda Magnani. Mohamed Maouche. Louis Marage. Tiffany Marcoux. Théo Martelet. Je voudrais qu'on applaudisse fort, fort, fort Juliette Mixa. Thomas Hobsommer. Lorena Quintin. Maxence Rayet. Alexandre Rintaud. Nicolas Rosuel.
Alice Rousseau. Hugo Rousseau. Mochi Salé. Le prochain n'est pas là, mais je veux quand même qu'on applaudisse Youssef Touzani. Et pour clôturer cette remise de diplôme, j'appelle Myriam Zid. Nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie. Et maintenant, avant d'aller en salle B6, je voudrais faire quand même quelques remerciements. Tout d'abord à nos orateurs, du coup, Xavier, David, Bardia. Et je tiens à remercier toute l'équipe des QPRM et Julia, Nadia et José qui vous a suivi aussi. Il est là aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. On l'a prévenu un peu tard, mais il est là. Je tiens à remercier aussi nos collègues Lila et Caroline pour leur aide précieuse à l'organisation de cet événement. L'équipe technique. Jérôme et David. Et avant de quitter la salle, je vais vous demander tous de monter. On va faire une photo de groupe. Après, vous allez partir par ici, les étudiants, alors que tous les invités, je vous demande de sortir par la porte par laquelle vous êtes rentrés, du coup, en haut des escaliers. Et on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure, dans salle B6. On va faire une photo dans les escaliers qui sont dehors. Je vous demande juste de faire attention de ne pas se mettre dans les champs de vue du photographe. Ah oui, ah voilà, on reconnaît les étudiants. Hein. Je ne comprenais pas, je ne voyais pas. Bon. Félicitations à tous. J'étais les plus gros derrière. Hein, C'est bon? C'est vrai que t'aurais pu faire ça. Passe devant. Ouais, sinon je vais faire comme ça. Merci à vous. Merci. Avec
On est à peu près pareil, c'est ça le problème. Je crois qu'on sera pas dans le champ. Pas très grave. Ah, pardon. Non, non. Il manque tout en haut.